Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et on commence tout de suite avec GPI SPA. En préambule, intéressez-vous à l'Italie. Alors je sais que c'est pas facilement accessible en fonction des brokers, par exemple sur Bourse Direct, sur Boursorama, Boursobank. J'ai pas trop accès au dossier italien, mais si vous y avez accès, peut-être avec DeGiro, regardez, il y a des bonnes petites small cap. On a pas mal de lignes dans le fonds Europe d'indépendance AM qui sont en Italie. Donc c'est un marché intéressant puisqu'on a des petites PME cotées, enfin des grosses PME cotées qui ont de la bonne croissance et qui sont pas trop chères, donc intéressant à regarder. Donc ici on va s'intéresser à GPI SPA, c'est un éditeur de logiciels dans la santé. On voit que le cours de l'action a bien dévissé depuis, on va dire, alors, il y a eu un plus haut à 14, à 15 euros presque. On a eu un plus haut récent à 12,5. On est 50% plus bas. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. L'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une médiane de croissance du chiffre d'affaires à 19,4%. Alors ça, la dernière publication en 2023 a été à 25%. À voir pour 2024, mais on voit que cette croissance elle est aussi boostée par des acquisitions. On a fait 100 millions, 140 millions d'acquisitions, ce qui est significatif hein, vu la taille de la boîte. Donc là c'est de la croissance aussi, c'est surtout de la croissance externe ici qu'on a. Donc on est en train de consolider le marché également avec cette boîte qui fait croissance organique plus croissance externe. On va regarder l'évolution des taux de marge. Taux de marge en hausse. Alors attention, bon ça, en général, c'est des bugs de Coefficient. Hein. Il faut pas trop le prendre en compte à mon avis. Ça brouille un peu l'analyse. Ce qu'on voit, c'est que le taux de marge brut est en augmentation. Il est relativement peu élevé, hein, à 22,8%. Maintenant, il faut voir ce que l'entreprise met dans sa marge brute. C'est comme c'est un agrégat qui n'est pas normalisé. Chaque entreprise fait à peu près ce qu'elle veut avec ce taux de marge. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il est en augmentation sur la période. On est presque, alors le plus haut est à 15,5, on est actuellement sur du 13,5, ce qui est relativement pas mal. Le taux de marge net, si on exclut cette déviation qui m'a l'air un peu suspecte quand même, on est en baisse. Hein. Donc là, il y a peut-être des problèmes d'efficience financière. À vérifier ce qui se passe. Est-ce que c'est de l'exceptionnel qui fait que la marge est en train de baisser? Il va falloir vérifier ça. Donc on n'est pas encore sur une entreprise très qualitative, elle est encore en train d'essayer d'augmenter ses marges, mais le taux de marge net, lui, n'augmente pas vraiment. Pour une entreprise du logiciel, alors c'est un peu dommage d'avoir des taux de marge aussi bas. Mais c'est peut-être aussi lié à la taille de l'entreprise qui est encore en croissance. On voit qu'elle est pas cotée depuis très longtemps. Hein. Si on regarde ici la cotation, elle a lieu depuis 2017. À l'époque, ça devait être une plus petite capitalisation, donc on peut s'attendre à ce que ça s'améliore par la suite, surtout s'il y a de la croissance. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, toujours important. On a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets, vraiment plus bas. Donc d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Oui, pour 600 millions. Donc ça impacte lourdement. Hein. Ça fait du dégât sur les free cash flow. Ensuite, du point de vue de dépenses en capital, on a des dépenses en capital plus élevées que les dépréciations amortissement. Donc on continue à investir dans le produit. Donc ça c'est bien pour l'avenir. Maintenant il faut que ces investissements portent leurs fruits en termes de cash flow opérationnel. Et ensuite on regarde s'il y a des other non-cash items, il y en a pour 44 millions. C'est pas très clair hein, ce qui se passe au niveau du tableau de flux de trésorerie parce que la somme qu'on a ici, ça ne donne pas la différence. Donc allez analyser les tableaux de flux de trésorerie de cette entreprise. Pour la valoriser, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow. Allez, on continue avec le rendement opérationnel, la rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis. Donc on est sur quelque chose d'assez faible encore pour l'instant. Hein. La société est faiblement rentable. Peut-être que c'est parce que aussi c'est une petite société qui est en train de gagner des parts de marché. Hein. C'est pas forcément alarmant. On est sur une médiane de 5%. À l'heure actuelle, on est sur du 3,3% en termes de rendement des capitaux investis. Donc pour l'instant, l'activité elle engloutit des capitaux sans que ça produise de fortes rentabilités. Donc ça c'est un point à surveiller quand même. Ce qu'on veut c'est que la croissance continue et que la rentabilité s'améliore. Si on voit pas cette corrélation, il va falloir s'inquiéter sur le dossier. Ensuite, on continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est élevée, hein, 5 fois, plus de 5 fois la dette nette sur EBITDA. Alors vérifiez s'il n'y a pas de loyer toujours, mais je ne le pense pas, hein, vu l'activité de l'entreprise. On est sur un dossier qui est trop endetté ici, ça c'est dangereux. On peut pas rembourser la dette en moins de, il faut 5 ans pour rembourser la dette.
en termes de free cash flow, donc ça c'est élevé. En termes d'EBITDA, il faut 5 ans, plus 6 ans, donc méfiance. À mon avis, le dossier est quand même dangereux. Alors c'est même pas en termes de free cash flow, je me suis trompé, hein, c'est 30 fois, donc on n'a pas de quoi rembourser la dette là. Il y a un problème là-dessus. Est-ce qu'il verse un dividende tout de même? Oui, mais il le verse à crédit. Donc pareil, là c'est mauvaise allocation du capital. Il y a de la dilution régulièrement. Donc un actionnaire de long terme va se faire diluer, en plus assez massivement. Hein. Au début de la période, on était à 8 millions d'actions et là on se retrouve à 28 millions. Donc on a été un investisseur long terme a été déglingué par le management. On est sur alors ils mettent un rendement de l'actionnaire qui est à 6%, oui, mais en fait ce rendement n'est pas du tout soutenable. On voit plus qu'ici il était négatif parce qu'il y a eu l'augmentation de capital. Donc c'est pas bon au niveau qualité hein, sur le rendement de l'actionnaire. Et globalement, est-ce que la valeur d'entreprise sur l'EBITDA est intéressante? Elle se paye en dessous de la médiane historique avec une petite décote de moins de 10%. Vu la qualité du dossier, ça se justifie, donc bon, bah ça pouvait être une petite pépite intéressante. Peut-être qu'après ça vaut le coup d'aller creuser en détail, hein, parce que les chiffres qu'on voit sur Coifin, surtout pour les small cap et les micro cap, parfois les calculs sont pas bons, les datas sont pas bonnes, etc. Donc ça vaut peut-être le coup de retraiter, mais si on se fie aux chiffres qui sont montrés ici sur Coifin, le dossier est pas forcément très intéressant. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.